Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, entre 88 et 130 personnes sont tombées en proie à une bête énorme. Une bête qu'on disait tantôt un mélange, un hybride entre un loup et un fauve. Une bête qui, selon les dires, marcherait sur ses pattes arrière, aurait des yeux brillants dans la nuit et qui parlerait avec la voix d'un homme. Il faut dire que les attaques de loups n'étaient pas rares dans la province du Gévaudan à cette époque. Elles emportaient à chaque année environ une centaine de personnes. C'était une situation qu'on voulait normale. Mais les attaques de cette bête étaient d'autant plus sanguinaires qu'elles semblaient intelligentes, calculées. On a retrouvé certaines des victimes éventrées, d'autres décapitées. Rapidement, la légende a voulu que les armes à feu étaient inefficaces contre cette bête. Des battues ont été organisées et les chasseurs revenaient sans cesse bredouilles. Le bataillon Clermont-Prince, dirigé par Jean-Baptiste Duhamel, vétéran de la guerre de 7 ans, a mené une battue de 3 mois sans résultat. Selon la légende, il aurait lui-même eu la bête dans sa lorgnette. Mais une erreur d'un de ses soldats aurait fait fuir l'animal avant qu'il ait pu ouvrir le feu. Rapidement, la bête du Gévaudan est devenue une sensation dans les journaux. Il faut dire qu'à cette époque, les journaux de la grande ville raffolaient des histoires morbides qui avaient pour théâtre les régions environnantes. On parlait d'un animal exotique, d'une hyène s'étant échappée d'une ménagerie, ou encore d'un hybride étrange créé dans le plus grand secret. Devant l'échec du bataillon Clermont-Prince, les journaux britanniques se sont mis de la partie et ont tourné l'armée française en ridicule. À un certain point, les gardes-chasse personnels du roi Louis XV se sont mis de la partie. Et ils ont ramené au roi la dépouille d'une énorme bête, un loup colossal qu'ils ont exposé à Versailles. Mais, si colossal qu'il soit, le loup restait un simple animal. Et de plus, les attaques ne cessèrent pas. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un chasseur local, Jean Chastel, finit par abattre ce qui semblait être la bête. On racontera plus tard, dans les romans et les journaux du XXe siècle, que pour arriver à cette fin, il avait tiré une balle d'argent. Donc, nous y sommes. La lune est pleine, ça veut dire que ce sont les monstres dans le placard. 2e épisode. Yes! Et je me suis transformée pour être thématique. J'ai non seulement plus les mêmes cheveux, mais je suis quand même maquillée et habillée de manière très fashion pour l'occasion. C'est une changeuse de forme, voilà ce que et voilà, tu es. je suis une change-forme, rien de moins. D'ailleurs, Simon, on va parler un peu de ça, les change-formes, aujourd'hui. Oui, ce sera notre sujet principal, car... Oui. Car si au dernier épisode, on parlait de ces richissimes aristocrates buveurs de sang que sont les vampires, aujourd'hui, on parle de leur homologue de la forêt, de la nature sauvage, les loups-garous. Yes! Et je dois faire une confidence à mon tour. Donc, Simon t'a fait une confidence comme quoi les vampires, ça t'appelait beaucoup quand tu étais jeune. Moi, c'était les loups-garous. Ma créature préférée, c'est le loup-garou. Et quand j'étais jeune, moi, j'ai été élevée en banlieue, mais quand même, il y avait un bois pas loin de chez moi. J'étais toujours en train d'aller jouer dans le bois. Et le côté très près de la nature a fait qu'en lisant sur les loups-garous, j'ai toujours tripé sur cette créature-là. Et j'aurais aimé ça en être une même. Oui, il y a quelque chose, tant qu'on est dans le sujet de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ces bêtes-là. Moi, c'est arrivé très tard dans ma vie, les loups-garous. Moi, j'étais vampire all the way quand j'étais jeune, mais c'est arrivé très tard, puis ça n'a jamais été considéré vraiment comme un monstre, le loup-garou. Pour moi, ça a toujours été comme une forme de super-héros. Ça a toujours été smart, un loup-garou. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais senti... Oui, moi tout, c'est ça. Mais étant une très, très grande tripeuse d'animaux depuis toujours, tu sais, je pense que je voyais vraiment le loup-garou comme un gentil monstre qui était connecté à la nature, puis qui pouvait sûrement parler aux loups aussi. Donc, je pense que le fait que j'aime beaucoup les animaux, que j'aimais beaucoup les animaux quand j'étais jeune, ça m'a amené à me dire « Ah, j'aimerais ça un loup-garou pour justement être plus près de la nature. »
Bref, mais c'est vrai que c'est une créature qui a pas nécessairement... Quand il est pas fin, c'est pas de sa faute. Non, puis il a généralement raison d'être fâché. C'est généralement quelque chose Ouais, qui... On détruit la nature ou les hommes empiètent sur leur territoire. C'est souvent il y a un quelque chose. défenseur de la nature plus que d'autres choses. C'est Euh, vrai. ben, ce soir, on va en parler, on va voir est-ce que nos impressions d'enfance étaient les bonnes? Qu'est-ce qui en est? D'où sort-il ce monstre qui est avec nous depuis quand même l'Antiquité? Il est là depuis longtemps. Ben, je pense qu'on peut quand même résumer en disant l'homme est un loup pour l'homme. Oh! Damn! Parce OK! que, oui, je commence tout à fait. En fait, le loup, mais l'homme est un loup pour l'homme, mais en fait, si c'était réellement un loup, ce serait pas si pire que ça, parce que le loup en tant que tel n'est pas une créature nécessairement méchante. Mais non, mais surtout pas pour les autres loups. Non, c'est ça. Voilà, contrairement à l'homme qui, malheureusement, n'est pas toujours gentil avec ses congénères, on va se le dire. Euh, donc, je peux déjà y aller avec les origines du loup-garou. Ben, allons-y avec les origines. Donc, dans les premières traces du loup-garou qu'on connaît, ou du moins des personnages de loup qu'on Oui, connaît, j'ai lu entre autres sur Lycaon. Donc, oui. je ne sais pas s'il faut dire Lycaon probablement, qui était un dieu, en fait, un tyran, en fait, qui régnait sur l'Arcadie. Puis, il a décidé de défier Zeus parce que c'était un bum, et il a décidé... Défier Zeus parce que t'es un bum. En fait, psychopathe, clairement, parce qu'il a décidé de tuer son propre fils et de le cuisiner et le faire manger à Zeus pour faire son fin finaux. Ce qui est quand même assez intense. Zeus a fait « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça n'a pas d'allure. » Puis il a ressuscité le jeune garçon et a condamné Lycaon à devoir se transformer en loup et être un loup. Pour le reste de ses jours. C'est assez intense. Mais je dirais que le loup-garou, à la base, n'avait pas nécessairement une mauvaise connotation. Si on parle des origines en tant que telles, de la perception qu'on avait du loup à l'époque, donc si on pense entre autres aux Vikings, eux avaient ce qu'on appelait les guerriers loups. Donc, c'était des hommes très, très forts, des guerriers qui s'apparentaient à avoir les pouvoirs du loup, ce qui leur donnait la force au combat, qui portaient entre autres des peaux de loup plutôt que des armures. Donc, portaient même pas d'armure jusqu'à pour certains d'entre eux. Oui. Puis, selon les légendes, ils avaient même le pouvoir de changer de forme, donc avec la force du loup qui les soutenait pendant tous les combats. Donc, à la base, le loup était vénéré dans plusieurs cultures pour ça. Faut dire que le loup, dans le folklore, dans la mythologie scandinave, c'est très, très présent. Il y en a Absolument. beaucoup. Les Vikings cherchaient à faire corps avec le loup, là, vraiment. C'est assez chouette. D'ailleurs, il faudrait éventuellement ramener peut-être plus de pièces d'histoire. J'aimerais ça qu'on ait un invité à un moment donné. Qui sait? On va lancer ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers. Et peut-être que la pleine lune nous entendra. Oui, j'espère. Donc voilà, ils portaient des peaux de loup quand même à la place des armures, parce qu'ils sont trop forts pour porter des armures carrément. Oui. Puis apparemment, ça les rendait, pour les faibles. Oui, c'est ça les rendait invincibles, ça leur procurait une force surnaturelle, donc assez chouette. C'était comme un type de berserker, dans le fond. Oui, okay. Ouais, j'imagine. Je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais quand même. Oui, en fait, les guerriers loups, c'était des Ulfednar. Et les guerriers ours, c'était des berserkers. Ah, c'est-tu de là que ça vient, berserker? Oui, berserker, ça vient... Ber, c'est ours, puis zerker, c'est la peau de l'ours. Quand tu revais la peau de l'ours. Et Ulfed, c'est le loup. Ulfednar, et c'est comme le guerrier du loup, dans le fond. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, on reviendra à l'étymologie plus tard. Je veux parler d'étymologie. Oui, puis tu vas parler d'étymologie. Mais bref, l'animal totem du loup était très, très présent dans la culture viking, entre autres, mais également, les animaux totems, en fait, étaient présents dans plein de cultures dans le passé. Si je peux faire un parallèle complètement autre, les Zoulous, par exemple, s'identifiaient aux buffles pour pouvoir charger l'ennemi malgré les coups de feu.
Donc, pour ne pas reculer devant les coups de feu. Donc, c'est vraiment, l'animal a toujours été proche de l'homme. On s'est toujours inspiré des animaux pour se donner nous-mêmes de la force. C'est quand même assez chouette de penser à ça. Donc, le loup, à l'époque, avait quand même une très bonne réputation et était une créature vénérée. Mais ça n'a pas été le cas tout le long parce qu'à un moment donné, en Grèce, c'est devenu un peu plus une malédiction à cause de la sorcellerie. D'ailleurs, Simon, je sais pas. Oui, ben oui, en fait, c'est quelque chose qui est, quand on étudie l'histoire des loups-garous, on se rend compte qu'il y a deux types vraiment de loups-garous. Il y a le loup-garou qui est maudit, qui est comme tu as dit avec Zeus, là, c'est comme hey, qu'est-ce que tu fais là? Bam, t'es un loup à cette heure. Mais il y a ceux qui sont comme une habileté magique. C'est comme un pouvoir magique. D'ailleurs, il y a Ovide, dans la même mythologie grecque, il y avait Ovide qui parlait d'un certain rituel en Arcadie, justement, probablement en honneur de Lycaon, qui consistait à te dévêtir sur le bord d'une rivière, traverser la rivière, et là, tu devenais un loup pendant Wow. 9 ans. Hein? Si tu n'avais jamais, en tant que loup, si tu n'avais jamais manger de chair humaine, tu pouvais reprendre tes vêtements et redevenir un humain. Oh, Mais wow! si tu avais mangé de la chair humaine, tu restais un loup. Et Ouais. il fallait que tu fasses le bien quand même avec ce pouvoir-là. Ouais, il fallait que tu maintiennes ta conscience. C'était comme une épreuve. Ah. Ah, Ouais. mais c'est drôle que tu dises ça, qu'il y avait le super pouvoir du loup et la malédiction du loup, parce que c'est vrai que c'est un peu les deux antipodes qui ont existé dans toutes les légendes qui touchent de près ou de loin au loup-garou. D'ailleurs, en Europe, au Moyen Âge, on parlait vraiment de peur, de haine, de rejet. Mais si on se remet en contexte moyenâgeux, les gens n'avaient pas l'électricité, donc ils travaillaient dans les champs, ils travaillaient souvent sur le bord des boisés, dans le noir, avec des lampes torches. Donc, on craignait la noirceur, on craignait la lune, en fait. D'ailleurs, la pleine lune qui était le moment où on pouvait sortir dehors et voir clair. Il ne fallait pas trop souvent se promener à la pleine lune parce que ça éveillait des soupçons très louches parce qu'un loup-garou, c'est sûr que ça sort à la pleine lune. Donc, quand même, le loup-garou commençait à être une espèce d'objet de peur et aussi une espèce de prétexte pour certains meurtres. Donc, c'est sûr, c'est logique quand tu travailles dans le bois, tu habites proche du bois, que là, il y a des enfants qui se mettent à disparaître dans ton petit village, que tu te dis, ah, ça doit être les loups qui les Oui, dévorent. c'était quand même assez fréquent en Europe qu'il y ait des attaques de loups. C'était le prédateur qui, une fois de temps en temps, pognait un humain. Absolument. Puis Oui. d'ailleurs, à l'époque moyenâgeuse, le loup-garou tel qu'on le connaît n'était pas un être qui marchait sur deux pattes, comme dans les loups-garous de Underworld, si je peux dire. Utilisons Excellente. ça. On a Excellente. parlé des vampires de Twilight, on vote pour les loups-garous de Ah, mais ils sont Underworld. très, très bien faits, je trouve, quand même, les loups-garous d'Underworld. Mais bref, c'était pas une bête sur deux pattes, c'était vraiment un loup qui se comportait comme un homme, donc il faisait des crimes comme un homme. Je pense, entre autres, un des cas célèbres en 1589 dans la ville allemande de Bedburg. Bedburg, je m'excuse, je n'ai pas les bons accents. Bedbourg! En fait, il y a 13 enfants et 2 femmes enceintes qui ont été mutilées. Et ça a été Peter Stumb qui a été condamné pour tous ces meurtres-là en tant que loup-garou, donc en tant que change-forme, rien de moins. Et il a avoué lui-même avoir commis ces crimes parce qu'il était un loup-garou. Donc, il était lui-même convaincu d'être un loup-garou. Et donc, ça, c'est un vrai. C'est pas une légende, ça, c'est vraiment c'est un vrai cas. rapport de justice, donc un vrai traité de justice qui a existé. Un cas qui d'ailleurs a inspiré beaucoup, beaucoup le cinéma. La majorité des artistes de cinéma se sont inspirés beaucoup de traités de justice et de vraies condamnations de loups-garous qui ont été faites. Et Peter Stumb, quand même, a eu le droit au supplice de la roue. Il s'est fait écorcher vif avec une pince brûlante. Il a eu les membres cassés avec un maillet. On a brûlé son corps et placé sa tête sur un piquet en exemple. Rien de moins. Aïe aïe! Oui, c'est ça. Quand même, 13 enfants, 2 femmes enceintes, ça fait beaucoup de meurtres, ça. Oui, non, je comprends l'incitatif d'y aller avec le châtiment, mais bref, je pense que les meurtriers de l'époque s'en sortaient très, très aisément en criant au loup, que c'est le cas de le dire. Et la chasse au loup aussi était un peu l'espèce de purgatoire inventé pour que les gens puissent se rassurer eux-mêmes parce que,
en plus, dans un petit village, quand tu connais tout le monde, tu te dis, ah, ben, les gens n'étaient pas tellement au courant mettons, ce qui est la maladie mentale ou de qui pourrait être un tueur en série. Ben, même nous, on ne pourrait pas s'en douter. Là. Donc, c'est bien plus facile d'accuser les loups, on va se le dire. Ben oui, puis c'est même dans l'exemple de la bête du Gévaudan qu'on a nommé au début de l'épisode, il y a beaucoup d'analyses qui se sont faites après coup, puis même pratiquement contemporaines qui ont dit que c'est probablement un être humain, c'est probablement un tueur en série parce qu'il y avait des blessures, des lésions qui étaient impossibles à faire pour un loup. Un loup ne peut pas décapiter quelqu'un de façon clean, il faut que ça se fasse. De toute façon, quand tu vois un corps puis il reste un bras, il reste un morceau, je veux dire, ça peut pas être un loup. Là. Les loups, c'est ça. Les loups, ils volent la viande, ils veulent pas juste te tuer pour t'éviscérer. Il y a beaucoup de monde qui pensait que c'était probablement un tueur plus qu'un animal. Absolument. Ça serait très possible. Puis justement, dans le cadre où c'est facile d'accuser les loups, de faire passer ça sur le dos des loups. Ben, c'est ça. Puis selon l'Église, en fait, l'Église a beaucoup interféré là-dedans. En fait, a beaucoup nourri le mythe du méchant loup parce que c'est le seul animal, le loup, qui a été peint sur les représentations bibliques, là, qui a été dépeint comme animal diabolique. Donc, il fallait sympathiser avec le diable quand même pour être un loup-garou. Le loup était considéré comme une créature qui était méchante, malveillante. Du moins, c'est comme ça qu'il était représenté dans l'Église. Donc, c'est assez... Ça ressemble à quelque chose où il faudrait dire que c'est la faute aux païens. Yes! Ça ressemble à ça. Ouais, puis c'est la faute à la zone rouge si on n'a pas l'enregistrement. Les cours de chant, malheureusement, sont abolis jusqu'à nouvel ordre. Non, pour ceux qui se demandent de quoi on parle, on a voulu faire un petit jingle avec ce son-là, mais la pandémie nous l'a retardé. Je ne dirais pas annulé, je veux dire retardé. Retardé, remis à plus tard. Donc, vous le verrez bien en temps et lieu. C'est pas grave, on est juste au début des émissions. Donc, on va éventuellement avoir des trucs plus chouettes. On va des fêtes. Oui, mais justement, parlons, on revient à l'étymologie. Tu avais hâte d'en parler. Je veux savoir, c'est où ça vient le mot loup-garou? Bon, qu'est-ce que c'est ça, un garou? C'est quoi? À part un chanteur québécois qui chante avec Céline, qu'est-ce que ça fait? C'est, en fait, le mot gvarou, ça vient du vieux français vari, qui est également la même origine que were. Donc, werewolf et loup-garou, c'est la même radicale, la même racine. À l'origine, c'est le garou ou le were, ça voulait dire nous. Ça voulait dire les gens, le peuple, la population. Et wolf, c'était le loup. Donc, Vari-Wolf, c'était littéralement personne-loup, homme-loup. Et ça, c'est quelque chose qui vient donc de l'ancien français parce que c'était très présent en France, en Angleterre, en Allemagne. C'était surtout là que ça se passait, les loups-garous, parce que c'était le loup qui était le prédateur naturel le plus présent. Si tu t'en vas dans d'autres régions du monde où il n'y a pas de loups, mais il y a quand même des garous. Il y a des exemples un peu surprenants. Je pense au Mali, ils ont des hyènes-garous. Oui. Il y a aussi dans certaines régions de la... Il y a eu des cas, il y a eu une femme qui a été, ça j'essaierai de retrouver l'enregistrement, il y a eu un enregistrement d'une entrevue, une femme qui était convaincue d'être une femme panthère. Ouh, femme panthère, quand même, ça rock. Quand même, oui. Il y a des tigres garous en Inde. On pense même qu'il y avait certaines apparitions de pumas ou de jaguars garous en Amérique du Sud. Donc, le garou, ça signifie juste personne et cet animal-là. Oui, ça fait partie anthropomorphique, si on veut. On dit thérianthrope. Ah, un thérianthrope, c'est un homme animal. Thérion, animal, anthropos, homme. D'ailleurs, et lycanthrope, c'est spécifiquement loup-homme. Donc, lycanthrope, louk, anthropos. Oui. Ah. Ça vient du grec, comme beaucoup de choses. Et donc, on parle de thérianthrope pour les personnes qui sont à la fois animaux et humains. Et
on parle d'une catégorie spécifique de créatures lorsqu'on parle d'un changeur de forme. Ouais. Les Romains vont parler d'un versipellis. Non, ce n'est pas une maladie vénérienne, c'est vraiment, ça veut dire versi de changer, pellis de peau. C'est un changeur de peau, quelqu'un qui est capable de changer de forme, quelqu'un qui a une transformation. Et donc, cette vertu transformative-là était souvent associée à la sorcellerie, à la magie noire. Et donc, moi, ça ne m'étonne pas quand tu dis que le procès de comment il s'appelait? Stubbs? Comment tu l'appelais? Et là, c'est moi qui parle peut-être mal, là, mais c'est Peter Stumb. OK. Stumb. En tout cas. Stubbs. Stumb. Ça ne m'étonne pas que son châtiment ait été aussi grave parce que c'était pendant la peur, la chasse aux sorcières. Ce qu'on disait, ce qu'on ne sait pas vraiment, ce qu'on sait pas, mais qui est quand même très vrai, c'est que l'accusation de loup-garou faisait partie du palmarès des affaires qu'on pouvait accuser. On pouvait t'accuser d'être juste. Oh, oui. Comme tu étais accusé de métamorphose, carrément, un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment un châtiment, un crime que tu faisais. Oui, c'était un crime magique. Tu faisais un crime magique, tu étais lycanthrope. Et c'est ça. Et donc, ça faisait partie des trucs qui étaient associés à ça. Et tu parlais tantôt des Ulfednar, qui était le type de guerrier scandinave. Il y a certains personnages historiques qui ont même revendiqué des identités de Ulfednar. Je pense entre autres à, il faut que je le dise comme du monde, Wsislaw of Potocki. Et tabarouette. Poloski, pardon. Essayes-tu d'avoir un accent polonais? C'est russe. C'est Russes de Kiev qui ont été influencés beaucoup par les Scandinaves. Il y avait beaucoup d'immigration scandinave en Russie à cette époque-là. Et on disait que c'était un prince. C'était un prince et à cette époque-là, il était prince de jour et pendant la nuit, il se changeait en loup et courait c'était quelque chose qui était comme admis dans la population. Le prince se transforme en loup, qu'est-ce que tu veux faire? Pas le soir. C'était le couvre-feu de son coin. C'était le couvre-feu de son époque. On lui attribuait des caractéristiques surhumaines. Wow. Mais je trouve ça étrange parce que c'est bizarre de se revendiquer à être un monstre, spécialement pour un surtout parce que c'était un prince que ça passait, sinon il se serait fait exécuter. Là. Probablement. C'est probablement que tu as le droit, quand tu es le prince, de dire c'est parce que je suis un loup-garou. Probablement. D'ailleurs, il y a eu un cas de procès, justement, de personne qui s'est lui-même vendu en disant « j'ai commis des crimes, je suis un loup-garou », qui a dit devant la cour que trois cavaliers vêtus de noir lui avaient dit de le faire pour protéger son troupeau. Donc, c'était un berger. Fait que, dans le gros, le diable, il a dit fais ça, puis en échange, ton troupeau va toujours être safe. Fait qu'il s'est dit que oui, c'était une bonne idée de commettre des crimes. En tout cas. C'est étrange de devenir un loup pour protéger un troupeau, par exemple. Oui, j'ai trouvé ça drôle. C'est un peu. C'est ça. Peut-être qu'il avait peur de manger ses moutons. Mais la manière dont on en parle, on dirait bien que le loup-garou, c'est associé à la maladie mentale, à un type de schizophrénie. Absolument. Est-ce qu'on serait rendu à en parler, parler de la science derrière le loup-garou? Ouais, on est rendu à la science! Alors oui, il y a beaucoup de choses à dire quand même en termes scientifiques sur les loups-garous. D'ailleurs, je reviens un tout petit peu en arrière. Il y a une étude qui a été faite au Royaume-Uni. Ils ont découvert des ossements qui ont été disposés très étrangement dans des tombes. Donc, ce serait un assemblage, si on veut, de plusieurs ossements qui auraient été superposés par le squelette d'un humain entier. Okay. Et selon ce qu'ils ont découvert, l'humain qu'il y avait dans la tombe, donc une femme dans un cas précis, c'est une femme qui a été égorgée, qui est morte de ses blessures comme ça, et elle a été disposée, donc son squelette a été disposé sur celui de deux sortes d'animaux différents, donc pour probablement honorer la mémoire d'une créature qui serait donc un
un alliage, un mélange d'animaux. Ce serait une sépulture honorifique, donc. Exactement. Donc, beaucoup d'ossements qui ont été retrouvés où ce qu'on mélangeait, par exemple, le crâne d'une vache et la mâchoire d'un cheval, qui fait quand même un visuel assez monstrueux pour des gens qui ne connaissent pas les ossements autant qu'aujourd'hui, mettons, à l'époque. Donc, il y a quand même beaucoup de petites découvertes comme ça qui portent à réfléchir. Il pourrait y avoir quelque part dans le monde une espèce de shop de taxidermiste qui fait ça, des espèces de Ben, absolument, et on en reparlera lorsqu'on discutera des sirènes. Oui! De taxidermie. Oui, tu sais où je m'en vais. Oui. Alors voilà. Dans les faits très importants et inusités, bien sûr, ben là, on se remet toujours en contexte de l'époque. Hein. Il fait noir, on n'a pas l'électricité, on s'éclaire majoritairement avec des lanternes. Hein? Mm-hmm. Et bien sûr, les loups ont une capacité d'avoir les yeux, en fait, l'œil du loup, biologiquement, est très nacré. Et réfléchit donc la lumière beaucoup mieux que celui de l'humain. Ce qui fait que si tu approches ta lanterne proche d'un loup, ben, il va avoir les yeux luminescents. Comme on peut imaginer, comme quand tu prends une photo flash de ton chien, là, de ton chat, il va avoir les yeux flash, comme ton flash. Ben, c'est parce que les yeux du chat, du chien, donc les yeux des animaux brillent vraiment dans le noir, plus que, en fait, ça n'a rien à voir avec nos yeux à nous. Donc, imaginez la terreur de vous promener dans le bois, pas de connaissance générale, et éclairer un loup par accident. C'est sûr que ses yeux brillent. Donc, il parlait vraiment même des yeux du diable. Donc, une meute de loups, ça doit être impressionnant. Quand c'est pas une gang. Oui, de base, oui. Moi aussi, je serais impressionnée. Mais quand même, on s'entend que donc le côté réfléchissant de la lumière est assez... épeurant. Donc, c'est sûr que c'était facile d'imaginer que c'était démon, tu sais, c'est des yeux de démon. Donc, excusez, j'ai frette aux mains. C'est un symptôme, c'est un symptôme. Lycanthrope! C'est un symptôme, j'ai frette aux mains, oui, c'est ça, c'est le vampirisme de l'épisode d'avant qui me rattrape. Quand même, on parle de beaucoup de choses qui auraient pu commettre la croyance du garou. On a parlé de porphyrie lorsqu'on discutait avec les vampires, mais la porphyrie est aussi une cause possible pour croire au garou parce que, comme on ne peut pas sortir le jour, on ne sort que la nuit, parce que ça boursoufle la peau, le soleil, ben, on a une raison de rester à la maison puis de sortir juste à la pleine lune pour se faire bronzer. Ça pouvait être une possibilité, mais également l'hypertrichose, que peut-être ça vous dit quelque chose, ben, pas mal tout le monde a dû voir The Greatest Showman, quand même dans les trucs de l'heure. Ben, l'homme chien, c'est un peu ça. C'est en fait une maladie qui fait qu'il pousse des poils sur le visage. Donc, vraiment, qui ressemble beaucoup, beaucoup de la fourrure. C'est les personnes qui étaient atteintes d'hypertrichose s'ils ont été nés à la bonne époque, s'ils sont nés au bon moment, au bon endroit, ont soit eu une job dans un freak show, parce que c'était quand même très, très bien payé. On en reparlera des freak shows sûrement, d'ailleurs. Ben, je pense qu'à un moment donné, on va faire une compendium des freak shows. Écoute, sûrement. Puis ça, d'ailleurs, les quelques personnes atteintes d'hypertrichose qui ont été connues étaient dans des freak shows pour la plupart, mais c'était facile en le regardant. Voir un loup-garou parce qu'il y avait carrément, on dirait de la fourrure. C'est des cheveux en réalité, là, mais on dirait de la fourrure. Donc, c'est ça. Oui. C'est ça l'hypertrichose. Moi, pendant un instant, j'ai vraiment imaginé que c'était une grand-mère qui faisait beaucoup trop de tricot. Hyper-tricot. Beaucoup plus sympathique quand même, surtout à l'époque, il va avoir besoin d'une coupe de tuque, puis de foulard, puis de mitaine. Voilà. Mais on parle aussi de certains, bien sûr, de maladies mentales, donc schizophrénie, des choses qui à l'époque n'étaient pas connues, qui, bien sûr, pourraient nourrir le mythe et faire en sorte que les gens croient qu'ils sont des animaux. Oui. Mais aussi certains onguents, potions hallucinogènes qui pourraient faire accroire carrément aux gens qui se transforment en bêtes. Donc, en termes d'infos sur la recette ou à base de quoi c'était, je ne saurais pas vous dire. Je sais qu'il y a quelques lectures que j'ai faites qui parlaient de ça, de genre de poison qui ferait que les gens auraient l'impression de se transformer en bête, ou si quelqu'un leur dit hey, « tu te transformes en animal », ben tchou. Et d'ailleurs, ce genre d'empoisonnement qui aurait été une des causes aussi avec les sorcières de Salem. On va en reparler. Mais principalement, la dent de loup, donc c'était le surnom du seigle. Donc, dent de loup, c'est un ergot. Je
je dirais, en fait, le nom du champignon, c'est l'ergot, qui cause l'ergotisme. En fait, c'est un champignon qui parasite certaines céréales, comme le seigle. Et à l'époque, bien sûr, personne, on s'entend-tu qu'on n'avait pas de gens qui vérifient les cultures de seigle et les récoltes. Alors, l'ergot, en fait, c'est un champignon qui crée vraiment un empoisonnement. Puis, ça crée des symptômes. Il y a même des fermiers qui parlaient de faim dévorante. Donc, voilà. Excusez-moi, pardon. Donc, c'est ça. Si on moud du seigle et qu'il y avait un truc qui possédait un champignon, ben après, ça empoisonnait toute ta production de farine. Donc, les gens s'empoisonnaient. Imaginez après un champ qui est complètement infecté de dents de loup, l'effet sur l'humain, je dirais que c'est assez intense. Là. Ça affecte directement le système nerveux. Ça cause des grandes hallucinations. Vraiment. Là. OK. Donc, fait que c'est vraiment un déclencheur à loup-garou. Tout à fait. Puis tu pourrais donc être persuadé de te transformer en loup. C'est un très, très fort psychotrope là, en termes de comment ça agit. Donc, c'est ce qui aurait aussi causé la terreur à Salem pour sorcellerie de certaines filles qui auraient été convaincues d'être possédées, tout ça, parce que tu perds complètement les pédales avec ça. Je sais que chez les berserkers, on parlait tantôt, et probablement chez les Ulfednar, mais je sais surtout chez les berserkers, il y avait la consommation de produits similaires qui donnaient cet effet-là, justement pour créer de la férocité. Ben tu vois, ça doit rejoindre un peu ce que j'avais lu rapidement là, par rapport à ça. Consommer ça pour avoir plus de férocité. Oui, c'est ça, ils se donnaient des. En fait, ils s'attribuaient des caractéristiques animales avec ce mix de drogue-là. Je ne sais pas si c'était le seigle, je ne serais pas prêt à mettre ma main au feu, mais je sais qu'il y avait des substances psychotropes qui étaient impliquées, qui donnaient vraiment aux guerriers une espèce qui tuait la peur et qui donnait l'impression qu'ils avaient une force surhumaine, puis souvent ça se manifestait au combat. Oui, quand même. Puis sinon, je sais que tu vas parler de la bête du Gévaudan plus en détail, mais j'ai vu une entrevue où ils faisaient des tests, en fait, avec des mousquets du 18e siècle. Puis, ils ont expliqué pourquoi ces mousquets-là n'ont pas tué de loup, en fait. Parce que souvent, la rumeur, c'était que sa peau était impossible à piercer, tout ça. C'est que les mousquets du 18e, en fait, étaient très, très peu précis et avaient donc une cible mouvante comme un loup qui court. Tu avais très, très peu de chances de faire autre chose qu'effleurer légèrement la bête. Donc, ils ont vraiment fait des tests sur des blocs de gélatine avec comme un faux os à l'intérieur pour voir l'effet. Puis, tu vois la balle qui percute, là, puis ça fait presque rien, une petite égratignure. Puis voilà, donc la balle déviait carrément sur la cible, ce qui fait que on n'était pas capable. Puis, ça va être surnaturel. On disait que la bête résistait aux balles, ce qui est en fait pas très vrai. Mais c'est vrai que concernant la bête du Gévaudan, je veux dire, ils ont eu des régiments armés qui se sont mis de la partie, puis ils n'étaient pas capables de tuer cette bête-là, ou ils n'étaient pas capables de mettre fin au meurtre de cette bête-là, ce qui a contribué énormément à la légende l'entourant, puis qui a contribué à son aspect. C'est quoi les hypothèses par rapport à la bête du Gévaudan? C'était, de toute évidence, c'était probablement un très gros loup. Mais aussi, il y avait plusieurs hypothèses. On a parlé de celle du tueur en série qui aurait profité d'une particulièrement sévère année d'attaque de loups pour commettre ses meurtres. Il faut que tu saches qu'à cette époque-là, en France, je l'ai dit dans l'intro, il y avait environ une centaine de meurtres par loup à chaque année. C'était une situation normale. Ce qui n'était pas normal, c'était l'étendue des blessures, puis le fait qu'il y ait des personnes décapitées, puis des meurtres extrêmement qui semblaient intelligents, en fait. Et c'est ça qui laissait croire que ce n'était pas juste un animal. Sinon, bien sûr, il y a le bon vieux film Le Pacte des loups qui en a fait un fauve ou quelque chose de même. C'était super bien fait, je trouve, Mais est-ce que c'est vrai que ça aurait pu être un spécimen africain? Ça aurait-tu pu être une hyène? Parce que je sais que les descriptions ressemblaient à la hyène rayée, je crois.
Écoute, c'était une théorie populaire dans un quotidien d'Avignon à cette époque-là, que c'était que c'était un fauve qui avait été importé. OK, un fauve, pas une hyène. Mais une hyène, hyène, ça rentre dans fauve à cette Ah ouais? époque-là. Ah, pour moi, c'est juste Pour eux autres, c'était pas clair la OK. distinction. Mais que c'était une bête féroce qui aurait été importée par un noble qui aurait été laissé lousse dans la nature. On parlait. Donc, il y avait quand même, c'était pas juste. On parlait pas juste de sorcellerie. Les journaux de l'époque raffolaient de cette histoire. On imagine qu'il y a une hyène qui a été lâchée dans la nature. Là. Quel dégât ça pourrait faire? Là? Ça serait incroyable parce qu'en plus, elle n'est pas dans son élément. Probablement qu'elle aurait puis la vraiment mâchoire de la faim. hyène, c'est la mâchoire qui a le plus de pression dans tous les mammifères qui existent. Là. C'est hallucinant. Ah, ce serait fou. Puis en plus, ça ferait un son que personne ne serait capable de reconnaître en Europe. Ça aurait l'air d'un extraterrestre. Vraiment, si c'était ça, les gens avaient raison d'avoir peur. Mais les gens avaient raison d'avoir peur anyway, parce que je veux dire, une centaine d'attaques de loups par année, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, mais au final, on ne sait pas. C'est peut-être un mix de plein d'affaires. Oui, on ne sait pas. Mais la plus possible, la chose la plus possible, c'est vraiment que c'était juste un très gros loup dans une période où les loups avaient très, très faim. C'est la plus probable des explications. C'est juste que les journaux. En fait, il y en a un très gros loup qui a été tué par le chasseur personnel du roi Louis XV et il a été exposé devant le roi. Et c'était un monstre, c'était une grosse bête, mais c'était juste un animal. Puis à ce stade-là, la légende avait grandi assez pour que le monde soit comme pas satisfait par cette explication-là. Fait qu'on a voulu qu'il y en ait plus. Puis en plus, les meurtres ont continué après. Ça c'est ce qui a fait le Oui, mais apparemment, quand ça s'est calmé, l'explication, ce serait simplement que les gens avaient juste décimé la population de loups qu'il y avait localement. Ben oui. Et c'est probablement ça qui est arrivé. C'est sûr que à travers ça, il y a une espèce de héros folklorique qui est Jean Chastel, qui est le gars qui a mis fin, qui a tiré la fameuse balle d'argent, qui aurait mis fin à la bête du Gévaudan. Mais c'était plus. Lui-même est comme devenu une légende dans cette histoire-là. C'était plus acceptable que ce soit une espèce de héros folklorique qui tue la grosse bête. Hey, petite mention quand même honorable quand je disais que la hyène était la créature qui avait la meilleure puissance de pression de mâchoire. C'est 950 kg par centimètre carré. Quasiment une tonne. C'est une en fait, je pense que c'est peut-être pas le seul, mais un des seuls mammifères qui peut vraiment broyer des os avec sa mâchoire. Je ne mettrais pas en doute l'hippopotame dans cette histoire-là. Oui, l'hippopotame, c'est pas carnivore, par exemple. Non, mais ça broie. Tu serais surprise de savoir tout ce que ça peut broyer. Ça tue plus d'hommes par année que les lions, ça, je le sais, par contre. Mais, on fait un épisode sur l'hippopotame! On pourrait faire un épisode de année sur les animaux dangereux, je sais pas. C'est donc comment on crée un loup-garou. Parce qu'avec le vampire, on en avait une bonne idée, mais avec le loup-garou, c'est weird. Je sais que si tu bois de l'eau à même les traces d'un loup, un soir de pleine lune, tu deviens un loup-garou. J'avais lu ça dans un livre de bibliothèque. Tu sais, j'en ai parlé dans le premier épisode, là, ma bibliothèque de primaire qui avait des livres bizarres de trucs paranormaux puis de zoologie. J'ai lu ça, puis j'étais comme, c'est bizarre. Mais je me rappelle avoir lu ça dans un livre de bibliothèque du primaire. Mais c'est une explication qui est généralement acceptée que pour devenir un loup-garou, un des sortilèges que tu peux faire, c'est justement boire l'eau de pluie dans l'empreinte d'un loup. Il existe d'autres manières, beaucoup plus simples, mais un peu weird. Par exemple, si tu passes la nuit dehors sous la pleine lune, un mercredi ou un vendredi, pas mal de chances que tu vas devenir un loup-garou. Pourquoi un mercredi ou un vendredi? Parce que mercredi, c'est Wednesday, c'est le jour de Wotan, donc Odin, et vendredi, c'est Friday, c'est le jour de Frigga, donc la femme d'Odin. Et le loup, dans le folklore scandinave, est associé à Odin. Ça fait partie des animaux qui sont liés à lui. Et donc, si tu dors dans la nature puis que Odin te spot de son unique œil, qui est la lune. Piou! T'es un loup! T'es un loup!
Et donc, c'est ça. Ça peut marcher dans le folklore scandinave. Je veux toujours dire celtique, mais c'est pas celtique, c'est vraiment scandinave. Un peu germanique aussi. Bien sûr, quand les chrétiens s'en mêlent, ça devient immédiatement pacte avec le démon. Tu en as parlé plusieurs fois. Il paraît qu'à une certaine époque, tu avais juste besoin d'être excommunié et tu devenais un loup-garou. Il me semble que tu n'allais pas à la messe aussi. C'est ça. Mais si tu n'allais pas à la Mecque, tu étais vraiment en phase de te faire excommunier, par contre. C'était important d'aller à la phase. Il y a une intéressante exception à ça, qui est Thiès de Jürgensburg, en 1692, qui se autoproclamait un loup-garou et un chien de Dieu. Donc, il était loup-garou pour le Seigneur. Il s'en allait chasser des démons dans la nature. T'es supposé faire un pacte avec le diable pour être un loup, mais tu peux le faire pour Dieu. Écoute, je sais pas comment ça marche, mais semble-t-il que ça marche des deux bords. Et aussi, il y avait beaucoup de traces qui pouvaient être des traces génétiques, mais c'est vraiment des traces génétiques folkloriques. C'est des indices qui pouvaient laisser présager que tu avais dans tes ancêtres un loup-garou et que toi-même, tu risquais d'en devenir un, parce que ça, c'est le mode de transmission du loup-garou qui était le plus accepté. Tu avais des loups-garous dans tes ancêtres et c'est pas de ta faute, mais tu pouvais le devenir, spécialement si tu étais un mauvais chrétien, bien sûr. Ah oui. Là-dedans, qu'est-ce qui signifiait que tu étais un loup-garou? Premier gros indice, premier red flag, tu te présentais par le siège lorsque tu venais au monde. Ça veut dire qu'on te sortait par les pattes. Donc, tu avais plus de chances d'être un loup-garou. Oui, parce que tu naissais comme un loup. Tu naissais comme un animal. Tu commences par les pattes. Ah ouais. Et les poils sous la langue. Si on te soulevait la langue et on voyait des poils, signe de lycanthropie. Ben, je pense que les gens qui avaient des mono-sourcils aussi. C'était mon dernier. Excuse-moi. Le mono-sourcil était signe de lycanthropie. C'est drôle, pareil. Ça, c'est drôle un peu. Ouais. Si tu avais un mono-sourcil, déjà, on pouvait dire il y a de la lycanthropie dans ta famille. Ouais, l'hypertrichose, hein, on est encore là-dedans. C'est ça. Est-ce que je peux basculer dans les moyens de tuer un loup-garou? Oui, ben on veut pas les tuer, on les aime, mais mettons les tueurs en série. Mettons, comment qu'on les tue? Mettons les tueurs en série, on les tue. Il existe plusieurs manières de se débarrasser d'un loup-garou et la majorité sont vraiment chill. C'est vraiment pas violent de se débarrasser d'un loup-garou. Il y a selon certaines cultures, il suffirait de l'injurier assez pour qu'il s'en retourne. Quoi? Ben là, il n'y a aucun Québécois qui aurait subi une attaque de loup-garou. Non, mais il faut vraiment que juste ça serait. Tu m'as malade, là, retourne de chevaux. Hey, savais-tu, pour vrai, les Québécois ont déjà gagné une guerre en sacrant. On a déjà fait peur aux Allemands pour une petite mission où ils ont pris des prisonniers québécois puis ont dit si vous réussissez, vous rentrez chez vous. Puis qu'on était comme tellement craqués, on continuait d'avancer tout le temps parce qu'on est des têtes dures. Puis les Allemands, eux autres, quand il y avait un blessé, ils ramenaient en arrière. Nous autres, on continuait pareil avec la balle dans le jambe, puis on sacrait comme des bons, puis ils pensaient qu'on invoquait notre Dieu. Je te jure. Ça doit te donner peur des loups-garous en tabarouette, parce que tes voix là, qui avancent, qui sont en train de faire des incantations. C'est ça un Ulfednar, dans le fond. C'est ça un guerrier. Mais je pense que les Québécois, on est dans un coin qui fait frette. Là. Je pense que ça nous donne du torque pour insulter. Oui, probablement que c'est ça. Ça doit être Scandinavie, Russie, Québec. C'est même combat. Il y a insulter un loup-garou. Il y a aussi, et ça c'est dur, mais si tu es capable de le faire, ça peut peut-être même guérir quelqu'un de la lycanthropie si tu l'essouffles. Si tu le fais courir dans sa cage de hamster, je ne sais pas où, mais tu le fais courir jusqu'à temps qu'il s'essouffle, il va arrêter d'être lycanthrope. C'est un peu chill. C'est un loup, il court plus vite que toi. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit que c'était un remède potentiel. Wow. Donc, si tu es capable d'essouffler un loup-garou, il va redevenir humain. Usain Bolt pourrait.
peut-être Usain Bolt à pleine jambe. Une technique qui vient du monde arabe, c'est le frapper en plein front avec un couteau ou avec le pommeau de quelque chose, mais il faut que ce soit direct dans le milieu du front, ça va l'assommer bien raide. Ouais, un couteau dans le front aussi, là, ça doit pas. C'est là qu'il faut que tu vrages. Tu sais, autant le pieu dans le cœur pour les vampires, le couteau dans le front. Son point faible, c'est sa face. Ouais, c'est exactement la place dangereuse. Il faut que tu frappes là. Ouais. Il y a, surtout pour on avait dit les loups-garous qui ont été victimes d'excommunication, dire 3 fois son vrai nom ou son nom chrétien, ça peut le ramener, ça peut lui faire revenir les esprits. Il peut redevenir conscient à ce moment-là, il peut redevenir un être humain. Et on ne peut pas parler des loups-garous sans parler de la fameuse balle d'argent. Oui. Bon, l'argent. Ton gars qui a sauvé le Gévaudan, c'est à cause de ça? Ça aurait pu, mais pourquoi vraiment... il y avait des balles d'argent, c'est ça? Bon, OK. La balle d'argent a une histoire compliquée. Okay. Ça aurait pu être ça, sauf que la vérité, c'est que la balle d'argent est arrivée longtemps après cette histoire-là. Elle est arrivée quand l'histoire aurait été remaniée dans les années 1935, dans les années 1930 par des écrivains et des historiens, où là, vraiment, on a mis la balle d'argent dans le fusil de Jean Chastel. À l'époque, il n'y en avait probablement pas parce que, premièrement, l'argent, c'est très, très friable et si tu tires une balle d'argent avec un mousquet, tu vas juste te ramasser avec une poussière d'argent qui va sortir parce qu'elle va exploser dans ton canon. C'est si toi, tu es en un morceau. Si toi, tu es en un morceau, oui. Mais l'idée, c'est que l'argent, à la base, et ça, c'est de même depuis très, très, très longtemps. Puis j'aurais dû en parler la semaine passée avec les vampires et j'ai oublié, mais j'en parle cette semaine. L'argent, à la base, a des propriétés magiques parce qu'il est rare, qui est associé à l'argent de Judas, on en a parlé, mais aussi parce que véritablement, scientifiquement, l'argent détruit les bactéries, il détruit les infections. Oh, oui. Si vous mettez de l'argent dans de l'eau, vous allez tuer des infections bactériennes. Et donc, c'est associé à la pureté, c'est associé à... Est-ce que c'était su à l'époque? Mais on se rendait bien compte que si tu avais de l'argent, si tu mettais de l'argent à quelque part, tu pouvais purifier quelque chose. Fait que dans l'esprit de l'époque, c'était un matériau purificateur. Mm-hmm. Donc, ça tuait le mal. C'était aussi quelque chose qui était réputé depuis la Grèce antique comme étant toxique pour les changeurs de forme, pour les personnes qui étaient capables de changer de forme, parce que l'aspect miroir leur renvoyait leur propre image, puis ça c'était vraiment, vraiment pas cool quand tu étais un changeur de forme de te voir changer de forme. Et donc, dans le village, toujours en ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, le village de Greifswald, en 1640, il y avait, semble-t-il, une infestation de loups-garous. Là, en 1640, on est pas mal dans la chasse aux sorcières, un petit peu après, mais ça va pas bien en Europe à cette époque-là. Là, on est en train d'entrer dans la Renaissance, mais on n'y est pas encore dans les petits villages. Et il y avait des infestations. Et à un moment donné, les villageois de ce petit village-là ont tous mis en commun leurs bijoux en argent. Et ils sont fait fondre justement des projectiles en argent. Et il paraît que c'est comme ça qu'ils ont été capables de repousser les loups qui étaient autour d'eux autres. Oh, ouais. Donc ça, c'est le plus ancien que je suis capable de trouver, la plus ancienne utilisation des balles d'argent. Quand même. C'est fou pareil. Mm-hmm. Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver à partir de quand le loup-garou a commencé à monter, à être sur pattes, donc haut sur pattes. Je pense que c'est le cinéma qui nous a amenés là. Eh bien, ça veut dire qu'on va être rendu à la section culture. Evil is going on. OK, la culture. En tout cas, déjà en contexte, on cherchait la provenance littéraire. Oui.
Je sais pas si toi, tu as trouvé des œuvres littéraires sur les loups-garous, mais moi, ce que je sais, c'est que ça venait vraiment, vraiment beaucoup beaucoup des vrais traités de justice qui ont été faits sur les gens qui ont été condamnés à mort pour métamorphose. Donc, Oui, y a d'autres œuvres littéraires? Oui, il y a des œuvres littéraires qui remontent au Moyen Âge. Une des plus anciennes œuvres traitant de transformation, c'est une œuvre de Marie de France au 12e siècle qui parlait, l'œuvre s'appelle Bisclaveret, Bisclaveret, qui était un synonyme de loup-garou à cette époque-là, Bisclaveret. T'as pas toffé parce que c'était dur à dire. Oui, il y a plein des consonnes l'une à côté de l'autre. Peut-être que tu connais cette histoire-là parce que je me sens qu'elle a été adaptée pour la télévision dans un vieux show de Jim Henson qui s'appelle The Storyteller. C'est à propos d'un homme qui, à chaque mois, trois soirs par mois, disparaît. Puis à un moment donné, sa femme, il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu disparais? Puis il lui avoue, je suis un loup-garou et autour de la pleine lune, je dois me dévêtir et aller courir dans la forêt et revenir à mes vêtements. Puis sa femme va un jour trouver ses vêtements et les enlever. Et donc, il ne pourra plus redevenir un être humain. Comme toutes les légendes de peau de renard et de peau de... C'est tout le temps les peaux de phoque aussi, là, pour certaines fées. Oui! Il y a plein d'histoires où quand tu te métamorphoses en quelque chose, si on cache ta peau qui traîne, t'es pogné de même. T'es pogné de même. Et c'est exactement vague ce que je viens de dire, là, mais c'est vraiment ça. Ah ouais. C'est vraiment que les vêtements, et c'était même dans le mythe grec dont on a parlé au début, des vêtements, c'est ce qui t'identifie comme être humain. Et si tu te dévêtis, tu deviens un animal. Puis la seule manière de revenir, c'est de te revêtir en humain. Je ne sais pas à quel âge on a commencé à avoir des pantalons avec des élastiques à la taille. Je sais pas, mais encore une fois, ça doit être pratique, là. Ça doit être pratique en Moses, sinon c'est là. Fait que ça, c'est une des premières histoires de ça. Donc, mais c'était très populaire et c'était considéré comme une romance. C'était considéré parce que c'était une histoire, il y avait de l'adultère là-dedans, la femme partait avec quelqu'un d'autre pendant que son mari était encore en loup. Puis là, à un moment donné, le mari revient, il retrouve ses vêtements, puis là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, il y a un aspect de romance, justement, donc un peu comme le vampire, mais qui a vraiment pris l'aspect de cette double identité-là, de ce changement de forme. Sinon, il faut se rendre aux œuvres un peu plus tard, au début du 20e. Il faut dire que dans Dracula, de Bram Stoker, le personnage de Dracula lui-même avoue venir d'une lignée de loups-garous. Donc, il était à la fois vampire et loup-garou. Le torieux. Il faisait tout. Ouais. Et dans plusieurs histoires, donc le Guest of Dracula, il apparaît sous la forme d'un énorme loup. Donc, on parlait la semaine dernière de pourquoi le vampire est associé à la chauve-souris puis tout ça. Il y a un aspect de changeur de forme qui vient vraiment de l'aspect loup-garou. Mais tu as raison, c'est là où le loup-garou a regagné ses titres de noblesse parce que vraiment, le vampire occupait la majeure partie des histoires. Mais quand il y a eu le cinéma et les effets spéciaux... Mais juste pour retourner au littéraire une petite seconde, oui. Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, c'est une référence un peu au loup-garou. Le loup va te manger si tu ne fais pas les affaires comme du monde. En fait, c'est carrément, on parle d'agression, on parle de viol. Là. Oui, mais la vraie vieille histoire là, qui a été écrite en 1883, une affaire comme ça, c'est assez pour te méfier des étrangers, tu sais. Le loup-garou. Le loup, en général, pas le loup-garou, mais le loup est vraiment utilisé comme symbole de l'étranger malveillant. Ouais. C'est la même chose pour les trois petits cochons, c'est la même chose. Le loup est toujours le danger de l'extérieur. Mm-hmm. C'est toujours ça.
Mais j'allais dire, par contre, c'est vraiment au cinéma que le loup-garou devient un phénomène, par contre. C'est en grande partie parce que le rôle du loup-garou permet, à l'époque, de te garrocher dans les effets spéciaux. Et à cette époque-là, le monde capote. Le premier, il y a beaucoup de films de loup-garou. Il y a un film qui s'appelle The Werewolf en 1913, un film allemand où c'est une loup-garou, c'est une sorcière qui va devenir un loup, mais ce n'est pas encore une personne mi-homme, mi-loup, c'est juste une sorcière qui a la capacité de se transformer en loup. Ah oui, parce que tu fais office tu fais un pacte avec le diable, donc tu fais de la sorcellerie sûrement. C'était ça. C'était ça l'idée. Ouais. Et le premier gros punch, ça a été Werewolf of London en 1935, où là, c'était la première fois qu'on suggérait que la malédiction de loup-garou pouvait provenir de la morsure d'un loup. Ouais, c'est vrai. C'était la première fois qu'on parlait. C'est vrai que tu ne l'as pas dit dans les façons de devenir un loup-garou. Non, parce que ça ne faisait pas partie des manières traditionnelles dont tu ne pouvais pas être infecté par un loup-garou. Non, c'est vrai. C'est à partir de ce film-là que c'est devenu populaire. Werewolf of London en 1935 par Stuart Walker. Quand même, pour l'époque, les effets spéciaux étaient sur la coche, quand même. Vraiment. Le maquillage du loup-garou, c'était vraiment quand même chouette. Vraiment, vraiment. Et ça a permis d'ouvrir la porte à ce qui est sans doute le film de loup-garou qui a été l'équivalent de Dracula pour les films de loup-garou. C'est celui-là, hein, qui a une super belle métamorphose. Oui, c'est... Ou c'est dans le remake ou c'est dans l'original? À l'époque, c'était une super belle métamorphose, mais c'est sûr qu'à cette heure, tu le vois gros comme le bras, l'effet spécial, mais il y a eu un remake, il y a eu plusieurs remakes que tu as raison. C'est peut-être un des remakes que j'ai en tête, dans le sens où il y en a une où dans son salon, puis c'est plus, il me semble que c'est années 40, années 50, là, un peu la vibe, là, mais je me trompe peut-être. Puis le gars, il se transforme, puis c'est tout fait en... Pas stop motion, là, mais c'est des effets hyper bien faits, là. C'est sûrement pas l'original, ça doit être peut-être... Non, c'est pas l'original. À l'original, la transformation n'était pas on-screen. Je vous mettrai sur notre page cette métamorphose qui doit facilement se trouver en lien YouTube parce que c'est vraiment une belle métamorphose pour le contexte de cinéma de l'époque, là, très, très bien fait. Excellente idée. Oui. Mais donc, le grand film de loup-garou, c'est The Wolfman en 1941, où là, on a rajouté une dimension qu'il n'y avait pas avant, qui est l'aspect que le loup-garou n'est pas un monstre, mais c'est une victime. Ouais. Le loup-garou n'est pas il devient affligé de ça et il n'a pas le choix de se transformer. Et quand on a rajouté cette dimension-là, soudainement, c'est devenu « Oh, wow, le monde a embarqué. » Le loup-garou est devenu, au même titre que Frankenstein, au même titre que Dracula, c'est devenu un des monstres classiques de l'horreur. Et c'est la raison pour laquelle, quelques années plus tard, nous allions assister à un autre opus de loup-garou qui était cette fois-ci The Wolfman Meets Frankenstein. Et dans The Wolfman Meets Frankenstein, tout est arrivé. C'était... il y avait une rencontre entre Frankenstein et le loup-garou et c'est la première fois qu'il y avait des loups-garous contre des vampires. Et donc, ça a commencé le bal. Ah oui, c'est ça qui a commencé le bal, tu parles? Oui, c'est ce film-là qui a lancé l'idée que les loups-garous et les vampires ne s'aimaient pas. Et il a été repris par la suite par... tu as parlé tantôt de Underworld. Underworld, oui. Et de World of Darkness aussi pour dire que loup-garou et vampires se détestent et se combattent incessamment.
Mais dans Loup-garou, dans le sur-table, Loup-garou l'Apocalypse, d'ailleurs, ça s'appelle Loup-garou l'Apocalypse, Vampire la Mascarade. Hein? Les vampires sont issus d'un peu le worm qu'on appelle, c'est la force du mal que les loups-garous détestent et combattent, là, qui est un peu l'affliction qui est l'humain dans son pire, si je peux dire ça comme ça. Mais, Fait que, ouais, les vampires, c'est comme des agents du worm. Là. Sérieux, je pense que ça nous prendrait une section dans l'émission où on fait juste parler des jeux de White Wolf. Parce que... Il faudra y revenir parce que oui, ça vaut la peine. D'ailleurs, je m'excuse pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire parce que c'est un peu. non, mais parlons-en. Je suis d'accord qu'on en parle parce qu'on en avait parlé pour les vampires, puis je pense que ça vaudrait la peine d'en parler juste un petit peu. Oui, je peux en parler un tout petit peu parce que c'est vraiment complexe comme jeu de sur-table. Donc, les loups-garous, en fait, on est beaucoup plus dans le côté, j'oserais dire, spirituel du loup. Justement, on revient un peu aux racines. Donc, les loups, c'est un peu plus un côté quasiment autochtone, qui sont près de la nature, ils communiquent avec les esprits de la nature. Chaque personnage qui vont jouer ensemble vont former une sorte un pack de loups, donc une meute de loups, avec chacun leur rôle, si on veut, dans la meute. Puis, dépendamment de sous quelle lune tu es né, tu vas être une catégorie différente de loup-garou. Donc, soit plus sage, soit plus personne avec un trouble d'opposition. Il y en a. Mais ça prend de tout pour faire ça. Puis, mais c'est assez compliqué de parler de ce système-là je suis d'accord. Mais, c'est très intéressant. Puis d'ailleurs, si vous lisez un peu les différentes sortes de loups-garous qu'il y a dans ce système-là, il y a beaucoup, beaucoup de références à peu près toutes les légendes qu'on peut imaginer qui touchent de près ou de loin au loup-garou, autant les gitans, autant que ça peut être les Amérindiens, autant que ça peut être, on fait des références au Wendigo, des choses comme ça, bon, quand même. Ils sont allés créer quelque chose de très complexe, de très, très complet aussi, mais en se documentant quand même très bien. Là. C'est la raison, en fait, pourquoi je voulais en parler à l'émission, parce qu'on on en a glissé mot la dernière fois. White Wolf, c'est une compagnie qui fait des jeux de rôle et ce sont vraiment des archivistes hors pair en ce qui a trait aux légendes et aux mythes entourant ces créatures-là. Donc, ils font des jeux de rôle, mais avec beaucoup, beaucoup de documentation en arrière. Et dans le jeu où on incarne les loups-garous, c'est l'aspect, ce qui m'a surpris, moi, quand j'ai été exposé à ça la première fois, c'est que c'est vraiment l'aspect nature qui ressort. C'est des défenseurs de la nature. Et ils sont revenus au côté sympathique des loups. C'est ça. Dans le sens où les loups-garous qui sont méchants dans ce jeu-là, ça va être des loups-garous qui ont été affligés par quelque chose. Ils ne l'étaient pas au départ. Ils sont devenus fous, ils sont devenus méchants. Donc, justement, on fait des références. Là, je reviens entre autres au Wendigo. Là. Oui. Le Wendigo, on va sûrement en reparler vraiment plus juste de ça, mais on pourrait quand même l'englober dans le mythe du loup-garou parce que c'était quand même des issus de personnes qui devenaient folles et qui se mettaient à faire des meurtres. T'sais. I am alone. Avant de conclure l'émission, j'aimerais ça qu'on parle de pourquoi la guerre entre les loups-garous et les vampires, ça a pogné. Qu'est-ce qui fait? Parce que c'est vrai que ça devient de plus en plus populaire. Même la parodie What We Do in the Shadows la met de l'avant. Et je me dis, mais comment ça marche de même? Qu'est-ce qui fait que les vampires et les loups-garous sont si opposés? Mais en fait, là, moi, je te dirais, j'ai une petite théorie. Si on se fie à la provenance de chaque créature, dans le sens où le vampire a un peu pas le choix d'embrasser son destin de créature malveillante, si on veut, parce qu'il doit tuer pour survivre, il doit boire du sang pour survivre, donc il doit commettre un peu le mal pour lui se repaître, tandis que le loup-garou, du moins, c'est une impression que j'ai, il est affligé par quelque chose, c'est pas ça qu'il veut nécessairement, ou du moins, ça peut être une malédiction. C'est deux formes de malédiction qui ont une origine différente, je sais pas si ça fait du sens. Mais je pense que dans le sens où il y en a un qui est en paix avec sa bête et qui la laisse sortir à outrance, l'autre essaie de la contrôler, mais il n'y arrive pas. Je sais pas si ça peut avoir un lien. Je pense que oui, mais je pense surtout que c'est parce que ça correspond à deux réalités.
Euh, on a parlé la dernière fois que le vampire, c'est un monstre très aristocratique. C'est très de la haute, un vampire. Puis même si c'est souvent représenté comme étant décrépit, c'est toujours des contes ou bien des gens qui se tiennent dans le gratin, Ouais, qui c'est sont les bien gens de la habillés. ville, tandis que les loups, c'est les gens de la forêt, de la nature, C'est peut-être. ça. Ouais. Et le loup-garou, c'est un monstre un peu plus classe ouvrière. C'est un peu plus travail de shop, puis dans le bois, puis on se promène en 4x4, puis Ah ouais. il y a ça avec le loup-garou. Fait qu'il y a Non, un je comprends peu, ce que tu veux dire. il y a un peu une espèce de. Fait que je pense qu'au Québec, On imagine moins bien un aristocrate être un loup-garou qu'un vampire. effectivement, tu sais, un aristocrate loup-garou, je veux dire, Ouais, c'est vrai. qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je veux dire, c'est pas comme le prince le prince de Polotsk qui pouvait sortir de Ouais, la c'est ça. ville. Mais dans le fond, ouais, c'est ça. Il a dit ça parce qu'il se trouvait cool, dans le fond. Parce qu'il Ouais, aimait ça. il se donnait un air, mais Fait que dans le fond, tu penses que ce seraient des monstres qui appartiendraient à différentes castes, si on veut, moi, je selon pense que la raison pourquoi il y a les deux, la guerre entre les loups-garous puis les vampires, pourquoi ça pogne autant, c'est parce que ça représente un conflit entre la classe ouvrière puis la classe un peu prestigieuse. Et en même temps, l'aspect défendeur de la nature, c'est vraiment la campagne versus la ville. Et tu as dit tantôt, le vampire, c'est un monstre de la ville. Je suis très d'accord avec toi. en Euh, majorité. Là. je Oui. suis très, très d'accord avec toi. Et une dernière affaire. Par ailleurs, je m'excuse, Oui. mini parenthèse, dans les provenances de loups-garous, des gens qui commettaient des crimes, très, très souvent, les personnes qui habitaient en ermite dans des cabanes dans les forêts étaient étiquetés loups-garous. Les gens se méfiaient d'eux parce qu'ils se disaient sûrement qu'ils doivent commettre des crimes. C'est pour ça qu'ils vivent tout seuls. Donc, quand tu vivais reclus de la société dans le bois, souvent, tu te faisais. Il y avait des rumeurs à ton sujet. Là, Tu te faisais taguer. Oui. Ben, c'est ça. Puis loup-garou, ça faisait partie des rumeurs. Tu es une sorcière, tu es un loup-garou, tu habites tout seul dans le bois, puis qu'est-ce que tu as à cacher, mon Moses? C'est clair, c'est clair. Et je veux utiliser l'aspect justement nature pour faire un petit segue pour dire que nous, au Québec, on a des loups-garous dans notre culture. C'est je pense à la hère, qui est la bête à longue queue. Oui, et il y a des légendes folkloriques qui nous viennent, qui sont des loups-garous, qui sont probablement des plus proches comment ça s'appelle? Pas le skin changer, le skinwalker amérindien, Ouais. le changeur de forme amérindien qui a été mélangé avec le folklore chrétien, puis ça fait en sorte qu'on a beaucoup, beaucoup d'histoires de transformation ici au Québec. C'est un monstre qui est très, très proche de nous, de par la nature québécoise, de par le bois. Ben, on s'accorde à ça, puis on a des loups aussi dans nos forêts. Puis on a des loups. Puis alors qu'il n'y en a presque plus en Europe. Et ça fait en sorte que c'est un monstre qui vraiment, si on pouvait revendiquer un monstre québécois, je pense que le loup-garou serait pas pire dans le top. Ouais, jusqu'à temps que quelqu'un découvre un orignal-garou, là, mais un castor-garou. non. Mais dans les jeux le jeu de loup-garou, il y a des garous de plein de choses, là. En fait, ils appellent ça les ferrats. Quand tu es un ferrat, tu es une autre chose garou. À savoir l'étymologie, là, je ne sais pas, mais tu peux être une panthère garou, tu peux être il y a même des roquéas, c'est des requins garous. Il y a des mocolés, c'est des lézards garous, des rats garous. Il y en a en maudine. En tout cas, mais il n'y a pas tant d'herbivores. Non. Que je sache. Ça peut-être à voir. Mais il y a des hommes oiseaux aussi. Des corax, des hommes corbeaux qui existent. Mais les hommes corbeaux, ça veut dire qu'ils mangent de la viande, pareil. Écoute. C'est pas pour les végétariens, le garou. Non, ça c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas. Dans le jeu de rôle, ils ne mangent pas de chair humaine. C'est pas. Ou en tout cas, c'est pas ça le but pour la majorité. Ouais. Eh bien, moi, ça correspond. Ça met fin à mes notes, à ce que j'avais à dire. J'ai une mention spéciale. C'est l'heure des mentions spéciales. J'ai une mention spéciale transformation de loup-garou parce que, oui, le loup-garou de Londres a une transformation de loup-garou extraordinaire. C'est vraiment pour l'époque et tout ça. Mais plus près de nous, il y a une série que j'ai trouvée excellente, sauf le dernier épisode. Donc, vous êtes avertis si vous voulez le suivre, qui s'appelle Hemlock Grove.
qui raconte l'histoire de plein de personnages. Donc, il y a des vampires, des upires, et des vampires démons, et des loups-garous, entre autres choses. Et la transformation du loup-garou, de la manière qu'elle se fait, c'est vraiment flyé. Là. Imagine que le corps humain se fend comme un œuf et que le loup sort comme si c'était une chrysalide. Puis ça fait extrêmement mal. Là. Puis l'acteur souffle. Puis quand il se transforme en humain, c'est la même chose. Donc le loup, la peau de loup s'ouvre et l'humain sort du corps du loup. C'est hallucinant. Moi, j'ai trouvé que c'était la plus belle transformation de loup-garou à date de ce que j'ai vu en termes de cinéma. Puis j'ai quand même pas mal tout vu les films de loup-garou que je sache là, assez, parce que c'est quand même une bébite que je trouve sympathique. Mais celle-là, j'ai fait OK, c'est différent, mais c'est bien apporté, tu sais, justement. Puis dans le fond, il mange chapeau de loup, il mange chapeau d'humain, dépendamment de quel cycle. Fait que ça crée un peu le pourquoi du comment. Ouais. Fait que Hemlock Grove, est-ce que c'est ta recommandation pour... Hemlock Grove, qui est une excellente série, sauf la fin de la 2e saison. Fait que je m'en excuse. Qui est la fin de la série. Mais moi, je l'ai su avant de l'écouter, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter la série. Donc, quand même. Apparemment qu'il y aurait une 3e saison. Ça, je ne l'ai pas vu, par contre. Mais bon, bref, les personnages sont le fun, puis le contenu, puis la façon que c'est amené aussi, parce que les loups-garous, c'est un peu plus les gitans et tout ça, justement. C'est drôle parce que ça fait un peu écho à ce que tu disais dans la guerre vampire-garou, là, justement, parce que les vampires sont très, très haute caste, riches, et les loups-garous, c'est des gitans manouches, là, fait que, ouais. Non, je pense qu'il y a de quoi faire avec ça. Mais bref, je vous recommande pour le folklore qu'il y a autour et pour les belles transformations. Moi, ma recommandation, ce serait le film de 1980. Mon Dieu, j'espère que ça va valoir la peine de commencer d'avoir oublié l'année Prends le de temps ce de film-là. retrouver pendant ce temps-là. Moi, j'ai une petite nostalgie vraiment poche, quétaine du loup-garou du campus que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Puis sinon, c'est sûr, Underworld, si vous ne l'avez pas vu, je pense que ça vaut quand même la peine. Il y en a comme 5 casteurs des Underworld. Oui, je ne les ai pas toutes vues, honnêtement. Mais en tout cas, les 3 premiers, j'ai bien aimé. Mais ouais. Ça, The Howling, c'est 1977. C'est considéré comme un des plus, peut-être la meilleure compilation de films de loup-garou, parce que ça regroupait toutes les mythologies de loup-garou jusqu'à ce moment-là. Et moi, c'est un des films qui m'a le plus foutu de la chienne quand je l'ai regardé quand j'étais petit. C'est basé sur le livre The Howling par Gary Bradner. Et donc, le film, lui, a été réalisé quelques temps plus tard, en 1981. Ah, c'est ça que je cherchais. Par Joe Dante. Et donc, si vous voulez une espèce d'expérience de loup-garou intense, mais quand même assez traditionnelle, The Howling. Il y a eu plein d'autres films de Howling, mais le premier demeure le meilleur. C'est super. Et voilà. Clairement, on aurait pu en parler longtemps encore. Mm-hmm. Et si vous avez des cues pour nous aussi, pour tout ce qui est vampire, loup-garou, des choses qu'on aurait oubliées, gênez-vous pas parce que nos recherches, c'est sûr, on n'est pas infaillible non plus. On n'arrête jamais de se documenter. On va sûrement parler du Wendigo dans un autre épisode. Là. J'ai effleuré le sujet, mais ça vaudrait la peine vraiment d'aller dans un épisode complet pour cette créature. Donc, on y reviendra pour ceux qui pourraient s'en inquiéter. Puis c'est ça, les monstres d'origine, les changeurs de forme aussi vont faire partie d'épisodes subséquents parce qu'il y en a plein de traditions de changeurs de forme. Absolument. Des narwhals aux kitsune. Alors, on va en reparler dans les épisodes à venir. Mais, parlant d'épisodes à venir, la prochaine pleine lune, on parle du 3e monstre, le monstre le plus, sans doute celui qui a eu la meilleure décennie dans les 10 dernières années. Celui dont on arrive à la 9e saison, je pense, de la série principale et qui a commencé pourtant comme étant un mythe, comme étant une pratique du vaudou et qui maintenant est devenu le symbole de l'apocalypse. Nous parlons du zombie. Ouh, que de fun! Alors, à la prochaine. Merci Simon. Puis si vous avez des commentaires, recommandations, quoi que ce soit, ne vous gênez pas. On est très, très contents de faire ce podcast-là. Puis on est en train d'évoluer ensemble et de se transformer. Alors, au plaisir de vous revoir à notre prochaine transformation. Au revoir tout le monde.